Frères et sœurs humains, salutations fraternelles, nous sommes le 14 août 2022. Une nouvelle fois, j'ai la sphère ORL prise à cause de la climatisation. Veuillez m'en excuser. Et cette vidéo est la réponse à Code Juge, que je remercie une nouvelle fois. Donc la réponse écrite qu'il m'a faite à ma dernière vidéo sur société idéale, égalitaire ou inégalitaire. Dans ton nouveau commentaire, Code Juge, ah oui, entre parenthèses, entre-temps j'ai réalisé que juge, J-U-G-E, c'est bien l'orthographe française, donc on dit bien Code Juge et pas Code Judge, parce que ça s'écrit de façon différente en anglais. Oui, donc merci beaucoup pour ta réponse argumentée et relativement longue. Je vais l'afficher à l'écran, je vais la lire et je vais répondre au fur et à mesure de chaque point. Je vais passer sur les points qui me semblent un peu moins importants, et il y a quelque chose de très important que tu dis dans ton commentaire et qu'il est fondamental de mon point de vue de corriger, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais en tout cas d'éclairer et d'apporter à la connaissance de tous un point de vue qui me semble, encore une fois, très très important. Donc tout de suite, ton commentaire. Donc premier point, le communisme. Comme je l'entends et comme je l'avais déjà débattu avec d'autres personnes, j'ai rencontré des gens qui pensent que pour une société meilleure, il faut que tous ont le même salaire, que tous aient le même salaire, égaux. Ce que moi je ne soutiens pas. Je suis plutôt de ton avis, un minimum pour vivre, mais une possibilité d'avoir plus en fonction de son travail. Oui, alors effectivement, le communisme peut être compris, interprété, utilisé de façon différente. Moi, je le ramène en général à la lutte des classes, la lutte de la classe prolétaire qui doit prendre le pouvoir, enfin, selon le communisme, sur la classe bourgeoise, la classe capitaliste, la classe dominante. Mais effectivement, le communisme, si on veut, c'est une société qui a pour principe l'égalité, voire une égalité stricte. Et là, ça peut être problématique. Alors, je suis évidemment pour l'égalité, même si dans la première vidéo, j'ai expliqué que l'égalité stricte n'est, à mon avis, pas faisable, parce qu'il y a des gens qui travaillent plus que d'autres, par choix ou quoi aux caisses. Donc, même si on a à l'heure exactement tous le même salaire, que ce soit un plombier, un médecin, un pilote d'avion ou que sais-je, eh bien on ne va pas nécessairement tous travailler le même nombre d'heures dans le mois, dans la semaine, etc. Ou alors il faut avoir une société communiste tellement stricte et tellement liberticide en réalité qu'elle va imposer aussi, en dehors du fait de gagner la même chose à l'heure, qui va imposer aussi le même nombre d'heures travaillées. Donc on voit bien que ça, c'est pas du tout une société idéale. Donc sur ce point, on est d'accord. Passons à la suite. L'État. Je parle surtout de l'institution qui met en commun nos ressources pour un bien commun, comme l'éducation, santé, sécurité. Dans ce sens, je pense que cet État doit exister, mais aussi qu'on puisse créer notre propre entreprise. Par exemple, il y a l'école publique pour tous, mais il est possible qu'une personne crée sa propre école pour par exemple éduquer les enfants qui ont choisi dès leur plus jeune âge à faire ingénieur. Ainsi, il y a les écoles publiques que tout le monde peut et doit faire, mais il est possible d'avoir des écoles privées de plein de manières différentes et qui respectent le libéralisme. C'est-à-dire, si l'école privée en question marche, alors elle perdure, mais si elle ne rapporte pas assez, cette école ou entreprise doit fermer. Ainsi, il y a l'État qui met en commun pour le bien du plus grand nombre, mais aussi des gens qui peuvent tenter de créer des entreprises différentes, qui respectent l'éthique bien sûr. Alors ici, plusieurs points assez importants. Je pense qu'on s'est compris sur cette notion d'État. Malgré tout, je note que tu dis qu'effectivement il doit y avoir un État qui doit mettre en ressources qui doit mettre en commun les ressources pour un bien commun justement. Puis tu dis mais aussi qu'on puisse créer nos propres entreprises. Tu vois, le mais en fait c'est une opposition entre ok bon il faut un État parce que ça peut servir la collectivité, le bien commun, mais quand même on peut avoir la liberté d'entreprise. Sauf que dans ce que j'ai essayé d'expliquer, en tout cas dans ma notion de la société idéale, démocratique, etc., il n'y a pas besoin d'opposer État à quoi que ce soit, puisque l'État est simplement un rouage, un outil de la population qui décide ce que l'État peut et doit faire. Donc l'État en fait n'a aucun mot à dire, puisqu'il n'a aucun pouvoir décisionnel, aucun mot à dire sur la sphère économique, puisque c'est le sujet ici, mais sur quelques domaines que ce soit. C'est nous tous qui décidons ce que l'État doit faire, peut faire, etc. Quelle est sa fonction? Quelles sont ses fonctions? Ensuite, tu dis que l'État est l'institution qui met en commun nos ressources pour
pour les répartir dans différents biens communs, comme tu les énumères, l'éducation, santé, sécurité. Alors, j'ai fait une vidéo, plusieurs même d'ailleurs, dans laquelle j'explique que de mon point de vue, l'impôt n'est pas une façon idéale de financer les biens communs, tout ce dont on a besoin dans la société. Donc, de mon point de vue, ce n'est pas à l'État de collecter nos ressources, c'est-à-dire par l'impôt, un prélèvement de nos salaires, de nos ressources, etc. Mais ces biens communs, éducation, santé, etc., sont financés par création monétaire ex nihilo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme ça se fait à la fois dans les banques centrales nationales, la Banque de France, la BCE, la Banque centrale européenne, ou les banques privées, en fait l'argent est créé à partir de rien, d'accord? Aujourd'hui on rentre des numéros dans un ordinateur, pam, l'argent est créé. S'il faut imprimer de l'argent physique, eh bien voilà, on imprime des billets, on frappe des pièces, etc. etc. Mais voilà, l'argent se crée ex nihilo à partir de rien, entre guillemets, à partir d'une décision. J'ai envie de dire aussi d'une décision politique. Pourquoi? Parce que ça impacte l'organisation de la société. Donc ce pouvoir est trop grand, le pouvoir de créer la monnaie est trop grand et trop important dans la société, dans une société monétaire. On pourrait parler d'une société non monétaire, mais laissons ce sujet de côté pour l'instant. Donc ce pouvoir de battre monnaie est trop important pour le laisser à la sphère privée. Et en réalité, la sphère privée crée, pas seulement imprime, mais crée plus d'argent que la sphère publique ou semi-publique, Banque de France et BCE. Enfin, public, pas vraiment, mais bon bref. Voilà. Et le problème que ça pose, c'est que ceux qui ont le pouvoir de battre monnaie, en réalité, façonnent la société, ok? C'est-à-dire que toi, tu arrives avec ton projet entrepreneurial, que ce soit une école d'ingénieur ou quoi aux caisses, et tu dois présenter à la banque un business plan, comment on dit en français, etc., etc., un prévisionnel, ce genre de choses, etc., ainsi qu'un passif de tes activités, de combien tu as en ce moment dans tes différents comptes, etc., etc. Et selon leurs critères, ils vont t'accorder ou pas un crédit pour que tu puisses te lancer dans ton entreprise. Donc on voit bien ici qu'ils ont un grand pouvoir de modeler la société, puisqu'ils vont dire, toi tu peux pas, etc., etc. Peut-être que ce sont des critères pertinents qu'ils ont, mais peut-être qu'on peut discuter ces critères, et de fait on peut les discuter, parce que notamment ces banques-là, en plus qu'ils spéculent aussi sur les marchés et qui créent aussi des déséquilibres dans la société, eh bien ils financent des entreprises polluantes, des entreprises non éthiques, et ils se fichent bien de... ça se trouve, ils vont refuser un crédit à quelqu'un qui veut ouvrir un restaurant bio, ou une supérette bio, ou enfin quelque chose qui, a priori, peut-être même une école d'ingénieurs privée, etc. Ils peuvent potentiellement refuser le crédit, et donc, voilà, refuser le crédit à des choses qui seraient a priori bénéfiques, alors qu'ils financent des choses qui ne sont pas bénéfiques, mais qui rapportent beaucoup d'argent. Donc, ce pouvoir de battre monnaie ne peut pas être laissé à la sphère privée, il est trop important, et il entraîne des conséquences fondamentales dans la structure de la société, comment la société se développe, etc. Et donc, ce pouvoir-là, il faut le récupérer de façon, enfin je veux dire pas de façon, mais le récupérer pour une utilisation démocratique. C'est nous qui choisissons combien on va mettre dans l'éducation, combien on va mettre dans la santé, etc. etc. Et donc c'est de cette façon-là que les ressources dont on a besoin pour les différents biens communs sont financées par création monétaire. Donc il n'y a pas besoin que l'État prélève d'impôts. L'État, je le rappelle, quelle peut être sa fonction, il en a mille et une, mais c'est de acter, d'enregistrer la décision du peuple sur tel ou tel ou tel ou tel sujet, de faire passer la décision, les informations, etc. aux institutions subalternes qui le contrôlent, et de s'assurer que, effectivement, la volonté du peuple est appliquée, etc. Voilà, ça c'est la mission, en bref, de l'État. Mais donc, pas, de mon point de vue en tout cas, mais on peut en discuter, de collecter les ressources pour les allouer aux différents biens communs. Ensuite, par contre, sur ton exemple justement de créer une école privée d'ingénieurs pour des enfants qui très tôt auraient choisi de faire ingénieur, alors je ne sais pas à quel âge on est certain de vouloir faire ingénieur ou quoi que ce soit. Moi, quand j'étais gosse, je voulais être d'abord éboueur. Ça paraît bizarre, mais je voyais les éboueurs qui étaient là derrière leur camion et qui passaient dans le quartier à prendre les poubelles, et je trouvais que c'était trop cool. Je me suis dit, ouais, c'est l'aventure ça, on est derrière le camion et tout. Donc tu vois, on a un peu des... Mais pourquoi pas, hein, je dis pas que le boulot d'éboueur c'est mal, hein. C'est très très bien, c'est même d'ailleurs nécessaire. Puis plus tard, après, j'ai voulu être reporter, ok, c'est-à-dire que je voulais voyager à travers le monde, rapporter les nouvelles du monde, etc., pour informer les gens. Aujourd'hui, je suis enseignant en langue, ça n'a pas grand-chose à voir.
Donc je ne sais pas à quel moment on sait ce qu'on veut faire. Après, évidemment, on peut penser se destiner à être ingénieur, par exemple, et puis en cours de route changer. Et donc si on a commencé à suivre un cursus d'ingénieur en école privée, ce n'est pas une perte. Ce sont quand même des connaissances accumulées qui peuvent servir, quoi. Mais sur le domaine de l'éducation en particulier, je pense que permettre à la sphère privée de créer des écoles, enfin après il faut, là c'est un débat vraiment, au niveau de l'éducation c'est un débat en soi, parce que ce que je voudrais te dire en bref, c'est que si on veut une certaine égalité, notamment une égalité face au savoir, face aux connaissances, mais que d'un côté il y a l'école publique gratuite à laquelle tout le monde a accès, mais de notre côté des écoles privées, ingénieurs ou autres, qui là sont payantes, et bien de fait tu crées déjà un obstacle et donc une inégalité, un déséquilibre dans la société entre ceux qui pourront se payer ces écoles privées et ceux qui ne pourront pas. Or, on peut imaginer, et je pense que c'est le cas, que dans les populations modestes, il y a potentiellement des gens qui ont un talent, des talents d'ingénieurs ou que sais-je. Et eux, à cause de leurs conditions matérielles ou de celles de leurs parents, eh bien, ils n'auront pas accès à ces écoles privées, ou plus difficilement. Et ça, c'est une perte pour la société, parce que potentiellement, ça serait de bons ingénieurs, et pourtant, ils n'ont pas accès à cause du système d'école privée face à l'école publique. Enfin, face d'école privée qui est payante. Alors, j'ai réfléchi à ceci, et je propose simplement une solution, mais j'ai réfléchi juste comme ça. C'est que, puisque c'est nous, la société dans son ensemble, qui détenons le pouvoir de battre monnaie, alors on peut créer des instances, une instance nationale qui le fait, mais aussi des instances locales, parce que le pouvoir, il s'exerce plus facilement au niveau local, d'accord? Renseigne-toi sur Bookchin qui parle du communalisme, je crois que c'est. Donc le pouvoir au niveau local. Et donc, il peut y avoir des instances qui sont là pour financer, pour recevoir des porteurs de projets. Par exemple, toi qui arrives avec ton projet d'école d'ingénieur, a priori c'est bénéfique pour la société de dispenser le savoir nécessaire pour former des ingénieurs. C'est bon ça. Donc, eh bien voilà, tu vas devant cette instance qui définit des critères, enfin on définit des critères en commun, tous les process sont toujours démocratiques, et on dit voilà, pour pouvoir bénéficier de la création monétaire qui est un pouvoir démocratique que l'on a tous, donc pour pouvoir être financé de cette façon-là, eh bien il faut répondre à une utilité pour l'entreprise, une façon éthique de faire l'entreprise, etc., etc. Et quand tu coches toutes ces choses-là, eh bien ton financement de l'école privée se fait en réalité par le public, par le pouvoir commun de création monétaire. Donc c'est bien une initiative privée qui permet de gagner de l'argent entre guillemets public, c'est pas tout à fait de la façon dont on l'entend aujourd'hui, mais admettons, et qui apporte un bien, un plus à la communauté sans créer de discrimination, puisque même si c'est privé, toi tu es payé par la communauté, pas par les gens qui viennent s'inscrire. Donc en réalité, tout le monde peut venir s'inscrire, même les plus démunis, et donc ils ont eux aussi, tous avons potentiellement, si tel est notre choix, accès à cette école d'ingénieur. J'espère que je suis clair. Si je ne suis pas clair, on peut en rediscuter. Je t'expliquerai peut-être ça plus clairement à l'écrit. Donc ça c'est pour le domaine de l'éducation en particulier. Parce que comme je le disais dans la vidéo sous laquelle tu as réagi, me semble-t-il, pour qu'il y ait un esprit libre, un esprit critique, un libre arbitre réel, il faut notamment, c'est pas le seul point, mais il faut notamment, me semble-t-il en tout cas, avoir une connaissance générale la plus approfondie, la plus grande, la plus large possible, ok? Comme ça on ne se laisse pas embobiner, et puis on a potentiellement plus la capacité de lier les différents éléments entre eux, puisqu'on en connaît un certain nombre, c'est ça la culture générale, on connaît un certain nombre de choses, et donc on peut les lier et comprendre de nouvelles choses. L'intelligence, c'est bien notamment du mot latin, je crois, ou grec, je sais plus, ligare, qui veut dire lier, d'accord? L'intelligence, c'est la capacité de lier des éléments apparemment disparates, divers, qui n'ont rien à voir, les lier et comprendre de nouvelles choses grâce à ce fait de lier les différentes choses. Donc là, c'est l'accès à la connaissance, et l'ingénierie est une connaissance très intéressante, doit pouvoir se faire de façon la plus fluide. Donc l'éducation en général, à mon avis, est un domaine un peu différent. Voilà pour ceci. Ensuite, autre point, et qui me semble le point le plus important, je te lis, sur les riches.
Par contre, j'ai un peu de mal à comprendre en quoi une personne, si elle est douée, ne peut dépasser le maximum en salaire. Imagine, quelqu'un crée un restaurant. Ce restaurant marche. Puis le patron décide d'en faire plusieurs. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir énormément de restaurants. Donc son salaire ne peut que croître. Et en quoi peut-on l'empêcher de créer des restaurants si ceux-là sont demandés par la loi du marché? Le défaut que tu peux encourir, c'est qu'avec un maximum à ne pas dépasser, c'est de créer une société où une fois que ce maximum est atteint, plus besoin d'en faire plus. Ainsi, une entreprise de jeux vidéo qui cartonne se contentera juste de ce maximum alors que la demande explose. Je pense que ce maximum ne doit pas exister. Ou du moins, on doit avoir une autre approche. Alors là, c'est le point central de cette vidéo. J'ai essayé de le dire dans d'autres vidéos, mais je pense que c'est important que je m'efforce, et je ne sais pas si j'en ai la capacité, d'être le plus clair possible. Tu vois, tout ce paragraphe-là sur la richesse, sur la possibilité d'accumuler en réalité, c'est de ça dont tu parles un instant. C'est l'illustration de la perversion qu'est le capitalisme dans nos esprits. J'ai fait une vidéo que je remets en lien qui s'intitule « Le capitalisme, cette perversion » parce qu'on pense que le capitalisme, c'est la possibilité d'accumuler du capital et en réalité, putain, j'arrive pas à parler, hein, et en réalité d'accumuler toujours plus de capital. Mais le capitalisme, en réalité, de mon point de vue, c'est un millefeuille de perversion. Qu'est-ce que ça veut dire millefeuille? Ça veut dire qu'il touche différents domaines, ok? C'est pour ça que je parle de millefeuille, il n'y a pas qu'un domaine qui est perverti par le capitalisme, il y a une multitude de domaines, regarde la vidéo que je mets en lien. Mais, deux points importants, un que je vais laisser de côté, même si je vais le nommer, c'est qu'il marchandise tout, d'accord? Tout a une valeur marchande, une valeur monétaire, et ça c'est une perversion. Je laisse ce point-là de côté. Mais l'autre point fondamental, enfin il y a tout un tas de dérives, hein, mais ça ce sont les deux points les plus problématiques, les plus nocifs du capitalisme de mon point de vue. Et l'autre point fondamental, c'est qu'il pervertit la raison pour laquelle on fait entreprise. Faire entreprise, c'est pour ça que je parle de porteur de projet, que je préfère parler de porteur de projet. Faire entreprise, c'est faire quelque chose. J'entreprends de ranger ma chambre. C'est une entreprise, ok? Donc, une entreprise dans le sens économique, voilà, c'est qu'on a un projet et on veut le développer et nécessairement dans une société monétaire, eh bien, ça implique le financement, l'argent, etc. Ok? Mais dans une société idéale, dans une société dans laquelle la population est sage, le capitalisme ne peut et ne doit pas exister. Pourquoi? Parce que le capitalisme pervertit la raison pour laquelle on fait entreprise, la raison pour laquelle on s'investit dans un projet. De quelle façon il pervertit? Il change le but. Dans une société sage, pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose? C'est parce qu'on s'aperçoit d'un manque, d'accord? On vit dans une zone géographique de la ville ou que sais-je, et on s'aperçoit, tiens, il n'y a pas de garage, ou il n'y a pas de dentiste, ou il n'y a pas un service, tel ou tel service, qui serait bénéfique pour la communauté, et il se trouve que moi j'ai la compétence pour faire ce service, garagiste, dentiste, que sais-je. Et donc, on va chercher financement, etc., faire tout ce projet de développement d'entreprise pour répondre à la fois à un besoin de la société, d'accord, offrir un service qui potentiellement rencontre une nécessité, et aussi à la fois pour se réaliser soi-même. Moi, j'aime occuper des dents des gens, voilà, je me suis destiné à être dentiste, voilà. Donc, à la fois, on se réalise dans ce projet, et à la fois, on apporte une nécessité, une utilité, un bénéfice de cette façon-là, en termes de service ou de bien, à la société. Le capitalisme, lui, vient pervertir la raison pour laquelle on fait cette entreprise. Ce n'est plus pour répondre à un service, ou ce n'est plus pour se réaliser, mais c'est pour gagner de l'argent. Et, bien sûr, ce faisant, tenter de répondre à un service, et tenter de se réaliser soi-même. Mais ça, c'est secondaire. La raison première, c'est de gagner de l'argent dans le capitalisme. Et ça, c'est une perversion pas anodine, ça pervertit profondément la société. Donc, je reviens sur ce que tu dis. Si quelqu'un est doué pour ouvrir un restaurant,
pas de problème dans ma société, dans la société dont je parle, dans la société sage, dans la société idéale. Évidemment, s'il est bon pour cuisiner et que c'est comme ça qu'il se réalise, eh bien, il peut ouvrir un restaurant. Si sa cuisine est bonne, il va rencontrer son public, il va fidéliser la clientèle, etc. Et donc, son projet répond à un besoin de la société, un besoin. Il faut se comprendre par besoin. On a besoin de manger, donc si on a le choix de manger à la maison ou de manger à l'extérieur, c'est un choix supplémentaire. Et si on peut manger italien, chinois, indien, cuisine traditionnelle française, etc., ça aussi, tout ça, ce sont des besoins dans le sens où on peut manger, d'accord? On a besoin de manger, je veux dire. Donc ça répond à un besoin de cette façon-là, et ça permet à cette personne-là de se réaliser en tant que cuisinier, restaurateur. Donc, toi tu dis, voilà, il ouvre son restaurant, le restaurant marche, puis le patron décide d'en faire plusieurs de restaurants. Alors, là déjà, c'est un autre projet entrepreneurial, parce que évidemment, il ne va pas pouvoir cuisiner dans tous ces restaurants. Donc, quelle est la motivation à ouvrir plusieurs restaurants? Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, ok? On peut avoir la motivation de créer une branche, comment ça s'appelle ça, de restaurants. On peut avoir cette motivation, mais déjà, c'est plus nécessairement la motivation de cuisiner pour les autres. Ou alors, l'initiateur de projet, il aura le restaurant initial dans lequel il cuisinera, et puis il ouvrira d'autres restaurants dans lesquels il mettra des gens donc, qui connaissent la compétence, etc. On peut l'imaginer. Mais déjà, c'est un peu différent. Malgré tout, encore là, il peut avoir développé ses propres techniques de cuisine, ses propres plats, etc. et vouloir les diffuser plus largement et offrir ce bénéfice à la société. Et donc, effectivement, il a besoin d'autres lieux, d'autres personnes, d'autres collaborateurs, d'autres cuisiniers, etc. parce qu'il ne va pas pouvoir cuisiner de partout. Mais il n'y a pas de souci là-dessus. La différence, c'est que, toi tu dis, donc son salaire ne peut que croître. Alors, si c'est le patron, c'est pas un salaire, enfin, je sais pas s'il faut dire ça, en tout cas c'est un revenu. Je préfère dire revenu. Mais oui, son revenu ne peut que croître, sauf que si on tolère qu'il n'y ait pas de plafond à l'accumulation financière, donc je répète d'abord que normalement dans une société sage, on ne fait pas projet entrepreneurial pour gagner de l'argent. Surtout que dans cette société sage, il faut que je le dise, il y a un revenu de base, ou en tout cas un accès gratuit à certaines nécessités de base. Okay, donc le minimum vital est assuré. Donc la motivation à gagner, enfin à travailler plutôt, est différente. On ne travaille plus pour survivre et on prend n'importe quoi, etc., comme c'est le cas aujourd'hui, mais on peut choisir véritablement ce projet m'intéresse, parce qu'il est éthique, parce qu'il me correspond, parce que ceci, parce que cela, peu importe les motivations de chacun, mais c'est pas parce que je vais gagner un max d'argent. En tout cas, j'interroge ceci. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, si on accepte le fait qu'il n'y ait pas de plafond à l'accumulation monétaire, ce qui est un problème éthique, un problème motivationnel au départ de mon point de vue, eh bien ça va nécessairement créer des déséquilibres dans la société, ok? Alors, or, il faut essayer de limiter les déséquilibres. Comme je disais, il faut un maximum comment on appelle ça? Une zone maximum et minimum de déséquilibre, si on veut, d'inégalité. Pourquoi? Parce que, je le rappelle, quand on a beaucoup d'argent, on a beaucoup de pouvoir de corruption, involontairement même. C'est-à-dire qu'on va attirer à soi des gens qui vont espérer récupérer des miettes, etc., bénéficier de l'aura de celui qui accumule un maximum de signes monétaires, etc. Donc l'envie, la jalousie, les trucs comme ça, qui sont autant de traits qu'on peut dire simplement humains, mais on peut les maîtriser, d'accord, les garder dans un espace tolérable. Bref, on le voit bien aujourd'hui, les grandes richesses, par exemple, pour te donner des cas très concrets, c'est quoi ce téléphone qui n'arrête pas de sonner là? Pour te donner des cas très concrets, tous les médias, enfin tous les médias, mais les médias de masse sont la propriété de 9 milliardaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont la possibilité, puisqu'ils sont milliardaires, ils ont tellement d'argent qu'ils peuvent déséquilibrer la société de cette façon. Comment est-ce qu'ils déséquilibrent la société en possédant les plus grands médias? Parce que nécessairement, qu'on le veuille ou non, il y a une volonté. Hein. Ça, c'est, de mon point de vue, c'est avéré. Mais même s'il n'y avait pas de volonté, le fait de travailler, enfin d'être possédé plutôt par tel oligarque financier, eh bien, va
altérer la ligne éditoriale et ce que le média va ou ne va pas rapporter, ou la façon dont il va le rapporter. Et donc tu vois, dans ce seul exemple très concret et très réel, il y a déjà une distorsion de la société par le fait que, eh bien, je sais pas moi, si Vincent Bolloré a des problèmes en Afrique, d'ailleurs je parle de quelque chose qui existe, parce qu'il fait de la corruption là-bas, ou parce qu'il a un monopole qui veut maintenir à tout craint, etc., et que dans les médias qu'il possède, eh bien, il y a des journalistes qui se trouvent investiguer, enquêter sur quelque chose qui amène à la corruption que ferait Vincent Bolloré, etc. Je crois qu'il a été condamné, mais bon, bref. Donc je parle au conditionnel, en tout cas, pour être prudent. Et bien voilà, on voit bien que là, il ne va pas pouvoir apporter au public la réalité des faits. Il va devoir s'auto-censurer, ou peut-être même qu'on va le censurer, le directeur son directeur va lui dire, ça tu peux pas, non quoi, tu me coupes certaines parties de ton article, de ton enquête, etc. Et puis sur les amis de Bolloré, non, on dit rien là-dessus, etc. Donc ça c'est un cas très concret qui existe, et qui montre que le fait d'accumuler, le fait de ne pas avoir de plafond et de laisser s'accumuler outre mesure de l'argent, permet à certains, bien ou mal intentionnés, je laisse le bénéfice du doute, à mon avis c'est plutôt mal intentionné, mais bon, on peut penser que des fois c'est pas forcément mal intentionné, ils voient leur intérêt et ils voient pas que cet intérêt-là est contradictoire avec l'intérêt général. Donc ton restaurateur qui ouvre plein de restaurants, on peut décider communément, c'est pas à moi de dire le plafond c'est ça, hein, j'en sais rien du tout. Donc je sais pas moi, je dis n'importe quoi, mais collectivement, la société française a décidé que un individu ne pouvait pas accumuler plus d'1 milliard, je dis n'importe quoi, 1 milliard c'est quand même beaucoup, mais bon bref, on s'en fout, on va dire 1 milliard, 1 milliard de richesse, c'est-à-dire c'est pas seulement ce qu'il a en banque, mais s'il a des maisons, des propriétés, des voitures de luxe, de ceci, tu accumules tout ça, et voilà, ça ne doit pas dépasser en valeur 1 milliard. On a décidé collectivement que c'était comme ça. Ton restaurateur, avant d'arriver à 1 milliard, il a la marge, d'accord, il peut en ouvrir des restaurants. Deuxièmement, si ton restaurateur commence à râler parce qu'il dit moi j'ouvre plein de restaurants, il y a du succès, etc. J'ai atteint mon milliard, pourquoi est-ce que je ne peux pas aller au-dessus? Je pense quand même qu'on peut se dire, attends, il y a une perversion dans la comment ça s'appelle? Je veux dire, ça ne se justifie pas de mon point de vue, et c'est malsain de vouloir plus d'1 milliard ou plus déjà 1 milliard c'est quand même énorme quoi. Même, je veux dire, tu peux faire tout ce que tu veux avec 1 milliard, donc voilà. Si c'est d'une question d'ego, je veux être l'homme le plus riche du monde, etc. Je pense qu'une société saine ne doit pas laisser ces hubris, ces écarts, cette immoralité, parce qu'il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas d'utilité, et au contraire, en dehors de ça, ça crée des déséquilibres, d'accord? C'est pas seulement que c'est immoral, c'est aussi que c'est non pratique. Enfin, c'est quoi le contraire de... C'est problématique, quoi, pour la société. Donc tu peux avoir la motivation de développer ton projet à un niveau plus que le niveau simplement familial, de faire ton entreprise, de la faire tourner, de répondre à un service, et tu peux être à un autre stade, de dire, ok, ça c'est le premier stade, et puis je veux pouvoir... je sais pas, oui, régner sur une espèce d'empire entrepreneurial, mais pas un empire financier, en tout cas pas au-delà d'une certaine limite, parce que ceci, c'est pas pour brider l'individu, mais c'est pour assurer à la société un bon fonctionnement, une bonne cohésion. Comme je le disais dans la précédente vidéo aussi, si d'un côté, dans la société, si d'un côté, il y a des gens qui ont un style de vie qui n'a plus rien à voir, mais vraiment un écart énorme avec le reste de la société, ça crée là aussi un déséquilibre. On ne se comprend plus, on n'est plus au même niveau, on n'a plus les mêmes intérêts. Tu parlais de bien commun, voilà, tiens, regarde, je te donne un exemple. Tu parlais de bien commun. Ok, l'État doit assurer le bien commun par la répartition des ressources. Mais si tu laisses d'un côté des gens être tellement riches, enfin, je veux dire, immensément riches et sans fin, ils vont dire, mais dans une société où il y a encore l'impôt ou que sais-je, ils vont dire, mais moi, pourquoi est-ce que je dois payer pour l'école? Moi, mon fils, je lui paye des écoles aux États-Unis, Yale, Harvard et tout le machin, j'ai pas envie de contribuer au reste. Ou pour la santé, pareil, je peux payer pour ma santé, les examens les plus chers, etc. Pourquoi est-ce que je paierai pour le reste, etc. Tu vois, là, ça crée une distorsion et une distance entre les individus qui est mauvaise. Donc, bref, pour terminer cette vidéo,
il est fondamental, il est absolument nécessaire, c'est même une question de survie pour la société, de pérennisation pour une société qui veut perdurer dans un maximum de tranquillité et de bon fonctionnement, de comprendre qu'on ne doit pas faire entreprise pour accumuler tant et plus de signes monétaires, de richesse, de pouvoir, mais on doit faire entreprise, même si on veut pouvoir régner sur un certain empire de restaurants ou d'écoles privées ou que sais-je, on doit le faire pour se réaliser soi-même et pour répondre à une nécessité de la société. Et donc, même si on atteint le maximum collectivement fixé, eh bien ça ne doit pas être un frein à continuer. Voilà, j'ai atteint mon milliard, mais je veux continuer à ouvrir plus de restaurants ou la boîte de jeux vidéo. Ah oui, ça aussi, il faut que j'en parle. La boîte de jeux vidéo, c'est pas parce qu'elle a fait un succès qui la rend très très riche, etc., très connue, etc., qu'elle va, enfin très très riche, je veux dire au niveau du plafond maximum imposé, qu'elle va s'arrêter de faire des jeux vidéo, parce que la motivation première, c'est bien de faire des jeux vidéo, normalement, c'est pas de gagner de l'argent, on aime faire des jeux vidéo, on a plein d'idées, ah ouais, je veux faire tel jeu vidéo, je veux faire telle nouvelle version d'un ancien jeu, etc., etc., ça me paraît pervers, ça me paraît bizarre entre guillemets, même si c'est un peu la norme aujourd'hui, mais en tout cas ça ne me paraît pas tolérable d'être motivé à continuer à faire quelque chose ou à le développer parce que la motivation monétaire est atteinte et ne peut pas dépasser un certain niveau. Je pense que ça c'est pas une bonne motivation pour faire quelque chose. Et je pense au contraire que mettre un plafond, ça va rendre vertueux la raison pour laquelle on va faire entreprise. On se dira plus, je vais faire telle entreprise parce que je vais être très très riche, parce que de toute façon on va se dire, ben voilà, le plafond une fois qu'il est atteint, peut-être que je serai très très riche, hein, parce que si c'est 1 milliard, oui, je serai très très riche. Mais même si le plafond est en dessous, le fait de mettre un plafond à l'accumulation, eh bien, va sortir, nous faire sortir de la problématique du capitalisme, à savoir je fais entreprise, pas pour un bénéfice éthique, sociale, etc., mais pour ma gueule, pour accumuler un maximum d'argent, eh bien on va sortir de ça et on va revenir vers quelque chose qui est éthique, c'est-à-dire je fais entreprise, comme je l'ai dit et comme je le répète, parce qu'il y a une nécessité, parce que j'ai un talent, parce que je veux me réaliser dans un certain projet. Tout dernier point véritable de cette vidéo, le capitalisme et le fait d'accumuler de la richesse, même au-delà du capitalisme, est récent dans l'histoire humaine. Okay, il y a... depuis que l'homme existe, si tu veux, voilà, ça c'est la ligne de temps depuis que l'homme existe. Nous, ça fait que depuis tant de temps que le capitalisme, ou même le fait d'accumuler de la richesse, qui a commencé un peu plus tôt, existe. Le reste du temps, l'humanité s'est quand même développée. Pas parce qu'elle avait la carotte de l'argent, de l'accumulation monétaire. Non, parce que c'est dans le... Comment ça s'appelle ? C'est dans l'ordre des choses que l'humanité se développe. Ok, on a chassé, on a cueilli, on a fait l'agriculture, on a exploré de nouvelles contrées, on a fini par s'établir, etc., etc. Toutes ces choses hors capitalisme, hors motivation financière. D'accord ? Donc il y a bien une motivation qui existe, qui préexiste et qui existe sans capitalisme. Et c'est cette motivation de nécessité, d'utilité qu'il faut retrouver et sortir de cette perversion monétaire, capitaliste, etc. Au moins, en tout cas, la cadrer dans un minimum et un maximum utile, nécessaire au bon fonctionnement de la société. Bon, allez, cette vidéo est trop longue, j'espère que tu m'as compris. Comme d'habitude, toi comme d'autres, si vous êtes en désaccord avec ce que je dis, exprimez-vous dans le respect. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, vive la France!